j'imagine, de ce qu'a préparé Samuel. Merci beaucoup. Bon, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Daniel Vert, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai effectué ma thèse au CEA Nice et là je suis sur la continuité. Pour finir cette journée, en essayant de ne pas faire de redites, je vais quand même vous présenter un problème assez différent qui s'appelle le maximum matching. Et l'idée de ce TP, c'est qu'on va le mettre du coup sur l'architecture de D-Wave. Alors, si j'ai choisi ce problème-là parce qu'il est très particulier, il est loin de la littérature et de tout ce qu'on peut voir, comme on a du coup le TSP. Et vous allez voir que, en fait, pour un problème qui est polynomial, en fait, la machine déjà a du mal à résoudre. Alors, s'attaquer à des gens à des problèmes NP durs, bon, c'est un petit peu prétentieux. Oui. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop de redites, hein. Je vais vraiment vous présenter vite fait D-Wave, et surtout je vais m'attarder sur la partie de limitation de l'architecture, ce qu'a un peu introduit Samuel, et là on va rentrer dans le détail, et surtout on va parler de l'instance Cubo. Donc pareil, Samuel en a parlé un petit peu, on peut transformer leasing, vous avez vu, en Cubo, mais ce modèle-là est plus adapté pour notre problème à nous. Je vais vous présenter donc, la famille de graphes qu'on a appelé des IGN, donc qui est un problème de couplage, un problème de maximum matching. Et vu que le D-Wave est quand même assez capricieux, je me suis dit que je vais mettre plutôt des bouts de code que je vais essayer d'expliquer plutôt que je vous donne le code et qu'en gros ça marche pas. Ça sera peut-être plus intéressant. Et je vais surtout parler des résultats. En fait, même si on arrive à faire tourner nos instances sur ma machine, derrière, il y a une grosse partie un petit peu logistique pour savoir comment on interprète ces résultats et les conclusions qu'on peut en tirer. C'est là où est-ce que je vais passer un peu plus de temps. Et enfin, il y a deux petites questions intéressantes que j'espère que j'aurai le temps de vous présenter, en essayant de ne pas être trop long. Alors, bon, du coup, rapidement, dans les années 80, Richard Feynman stipule qu'on pourrait peut-être résoudre des problèmes de physique quantique avec un ordinateur utilisant les principes de mécanique quantique. Mais il faut attendre les années 80-90, où des grands théoriciens, informaticiens comme Dutch, Grover, Shor commencent déjà à sortir des algorithmes quantiques sans machine. Et puis, à 2000, alors ces algorithmes-là sont maintenant utilisés dans les ordinateurs quantiques numériques, ce qu'on appelle des portes logiques. On va contrôler les qubits avec les portes, on va faire une séquence et sortir un résultat. Et il y a un autre principe qui a été proposé par Faraday en 2000, qui est le recul quantique. Alors, du coup, il est très différent de son homologue numérique. Et vous allez voir que la société canadienne, du coup, qui annonce, au début, la première puce, c'était 500 qubits, enfin 128, 500, et là, plus de 5600 qubits. Vous allez voir que 5600 qubits sur le web est très différent de 50 qubits comme on pourrait avoir IBM ou Google. Si jamais vous voulez acheter la machine, qui ne marche pas très bien, eh bien, ça coûte 15 millions de dollars. Ça va un petit peu budget. Et donc, elle est spécialisée dans la résolution de problèmes normalement qui est NP difficile, des problèmes d'optimisation, de recherche opérationnelle, de machine learning, etc. Et va utiliser un algorithme similaire au recul simulé. Normalement, un recul simulé, on va chercher dans un vaste ensemble de solutions la solution optimale à un problème en cherchant le min, le max, suivant notre. En fait, D-Wave, la machine D-Wave peut être vue un peu comme une sorte de rock, une boîte noire d'optimisation pour résoudre un problème type de la machine, qui est le pair de spin, donc la méthodologie, en utilisant donc les phénomènes quantiques, on va présenter plus en détail Samuel, donc l'effet tunnel, peut-être l'intrication et encore, et la superposition d'états. Et du coup, l'idée du TP, et plus généralement l'idée de base de la thèse qu'on a effectuée au CEA, c'était de voir en fait le comportement surtout les performances de ces machines. Parce que j'ai commencé en 2017 et elle venait à peine d'être sortie. La première machine qu'on a utilisée, c'est la DW2X avec 1000 qubits. Et il n'y avait pas grand chose dans la littérature dessus, à part dire que ça marchait bien. On ne savait pas vraiment comment Il n'y avait pas grand monde qui avait mis les mains dedans pour savoir un peu comment on pouvait sortir un comportement ou comment encore on pouvait programmer cette machine. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Ah oui, bien sûr, l'idée c'est quand même que normalement ces machines ont un facteur d'accélération par rapport au recul simulé.
ça serait bien de le mettre en évidence. C'est ça le but de la. Donc rapidement, le principe du recul quantique, en fait, on peut le voir comme une interpolation entre deux Hamiltoniens, un Hamiltonien difficile à déterminer et un Hamiltonien facile à décrire. On va initier nos états sous cette forme-là et on va faire évoluer lentement cet Hamiltonien vers l'Hamiltonien d'Ising, donc représenté ici. Et le théorème adiabatique nous dit que si cette évolution est assez lente, eh bien alors on devrait rester dans l'état fondamental, on devrait obtenir l'état de plus basse énergie possible et résoudre notre problème d'ici. Ça, c'est mieux à l'expliquer, je reste pas là. Alors, je reviens pour la suite. Mais c'est pas ce qui tourne sur la machine. Si, comment ça que c'est là ce qui tourne? On a discutera. Bon, voyageurs du commerce, donc TSP, vous connaissez, donc nous on s'intéresse aux problèmes combinatoires, donc c'est des problèmes qui sont discrets avec un nombre très grand de solutions, mais quand même fini. Ici donc un problème NP difficile, N-ville, N factoriel de possibilités. Pour l'instant, on n'arrive pas à résoudre efficacement ce problème-là. Et c'est celui-là que je vais plutôt rester un petit peu, enfin, je vais rester un peu en détail. C'est un problème biparti avec le même nombre de solutions, mais par contre lui il est polynomial. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes classiques qui arrivent à le résoudre très facilement et très rapidement, alors qu'il a le même nombre de solutions. Et vous allez voir que ce problème-là, en fait, il est plus adapté, enfin, il est mieux adapté pour faire un benchmark, en fait, sur la D-Wave, que de résoudre des problèmes plus difficiles. Dans la littérature, il y a beaucoup de problèmes qui ont été faits dessus. Déjà, ils ont été comparés avec des solvers exacts, des recherches tableau, des choses comme ça. C'est pas vraiment le même type d'algorithme. Et en plus, on n'est jamais sûr d'avoir la solution optimale, on ne la connaît peut-être pas. Donc comment on peut faire pour évaluer les performances d'une machine qui ne sait pas vraiment se servir et dire qu'elle obtient bien la solution à un problème qu'on ne connaît pas la solution? C'est un peu le principe de la thèse. Et il y a quand même des cas pratiques, donc l'optimisation de flux de trafic, on essaye de minimiser le temps de parcours et on sait que pour un petit millier de véhicules, c'est déjà très difficile pour un supercalculateur à résoudre ce problème. Alors rapidement, dans l'architecture, dans le QPU, donc on a des qubits, donc des boucles microscopiques en niobium, qui sont refroidies à très basse température, et chacun de ces qubits va être, donc représenté ici, chacun de ces qubits va être en fait interconnecté avec d'autres dans une petite cellule unitaire. Est-ce que je peux montrer là? Voilà. Pardon. Représenté ici dans une petite cellule unitaire, là, un petit graphe biparti. Vous voyez déjà que par rapport au problème initial que j'ai montré, on ressemble pas mal, donc c'est plutôt intéressant. Et tout ça interconnecté dans un graphe en forme de grille. Ici donc un graphe Chimera, et ici un graphe Pegasus. Donc le Chimera a à peu près 2000 qubits, la première génération avait 1152 qubits, et la dernière génération, donc ce qu'on appelle Advantage, avec le graphe Pegasus ici, a plus de 5600. Et vous pouvez voir que du coup, un des sous-graphes de Pegasus et le graphe Chimera, ils ont quand même été assez malins pour pouvoir intégrer les deux. C'est bien leur part. Donc Ising, alors traditionnellement en fait, on utilise le modèle d'Ising ici, donc c'est inspiré de la mécanique statistique. Les variables sont du coup plus 1, moins 1, et la fonction objective est représentée là. Et en fait, les poids qui vont être ici des HI associés au sigma I vont représenter en fait les biais de chacun de nos qubits, et les poids JJ vont représenter en fait le couplage entre deux qubits, entre les sigma I et sigma J. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir intégrer ces poids-là sur l'architecture, lancer le processus de recul quantique et obtenir une solution. La solution, ce sera juste en sortie la valeur moins 1 plus 1. Tout simplement. On peut aussi utiliser le modèle pivot, donc pour quadratique à constraint binary optimization. En fait, c'est juste le passage de Ising à pivot, c'est un simple changement de variable. Et ici, on aura du coup des poids en binaire, 0 ou 1.
cette forme-là peut être compactée, en fait, tout simplement en cherchant le min de x transposé qx. Donc c'est juste une matrice triangulaire haute, et on cherche deux vecteurs binaires pour obtenir la solution. Et c'est le même principe, on va appliquer donc les x et les xj qui vont être la force du couplage de chacune des variables, et les qj entre chacune des deux variables. Allez, on va partir de ça. Alors, l'image, je ne vois pas très bien. Donc, on va venir intégrer notre cubo sur le graphe physique. Ici, j'ai juste un 4-4. Et pour représenter ça, donc c'est un exemple physique. J'ai pris une petite matrice, 8, où j'ai mis tous les coefficients diagonaux non nuls. Là, je vais vous rapprocher, j'ai mis 17. Donc, ils vont représenter, donc le 0, 0 ici, va représenter le poids sur le 0, 1, 1, etc. DOF de base donne l'affichage des indices sous cette forme-là, mais on peut changer d'indice comme on veut, ça ne changera pas, ça changera juste la tête de la matrice, et ça ne change pas du tout le problème. Et par exemple, ici, donc, le qubit 0 va être couplé avec le qubit 4 par le coefficient ici, moins 5, le 4 qui va représenter ici, le qubit 0 avec le 2, etc. Et dans cette petite matrice, tout c'est parfait. Le cubo est directement mappable, intégrable sur le graphe, on va dire. Donc on a juste à lancer le processus de recueil et regarder la solution de ce point-là. Pas très intéressant. Et maintenant les deux limitations qui ont été un gros souci pendant le début de ma thèse. La première, c'est si j'ai une variable qui est associée à une qubit. En fait, si dans mon cubo, j'ai plus de variables qui sont associées, que je mets une connexion entre les qubits dans mon graphe, en fait, je ne peux pas venir intégrer ce problème-là. Il n'est pas forcément temps, c'est juste que j'ai beaucoup plus de connexions. Si par exemple, sur mon qubit 0, je suis connecté à 2, 4, 5, 6, et que sur le 2 ici, je vais rajouter par rapport à l'autre, eh bien ça n'existe pas. Alors la connexion entre 0 et 2 ici n'existe pas. Je ne peux pas bien intégrer. On peut s'amuser à essayer de changer les indices, mais vous allez très vite être limité. En fait, très rapidement, vous ne pourrez plus venir changer les indices parce qu'il y aura entre guillemets, trop de connexions entre chacune variable et pas assez de connexions dans le graphe. Donc la seule une des façons de faire, ça va être de dupliquer les qubits. Donc plusieurs qubits physiques pour représenter une variable de mon problème. Et sur ce petit exemple tout bête, nous allons rajouter 5 coefficients. Eh bien, les variables 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7 vont être dupliquées 3 fois pour pouvoir être intégrées. Ces variables-là 2 fois. Et au total, j'avais en fait 15 termes dans mon cubo et j'ai utilisé 20 qubits. Ça monte très vite, alors que j'en ai mis 50. J'ai juste une question. Est-ce que ça a un impact sur la qualité des solutions qu'on trouve ou pas, parce qu'il y a une perte d'informations entre qubits significative ou est-ce que c'est négligeable? Non, c'est pas du tout négligeable. Pas du tout négligeable. Je vais le montrer bien en détail, ça, parce qu'en fait, dès qu'on va dupliquer, il va y avoir plus de coefficients dans la matrice, ça va forcément aussi, et ça va un peu offusquer tous nos problèmes initiaux. Vous allez voir. Okay. Donc ça, c'est ma première limitation. Ah oui, donc en théorie des graphes, on dit que si le graphe induit par les couplages n'est pas isomorphe à mon graphe ici Calimera, et bien je ne peux pas venir l'intégrer, il va falloir dupliquer des qubits. Et la deuxième limitation, c'est cette fois-ci si j'ai une variable induite. Bon, bien parfait, pour les couplages, il n'y a pas de souci. Par contre, si je me limite à un graphe ici avec 128 qubits, et bien au total, je me mets le compteur qui s'arrête, j'en ai 384. Alors mon cubo, c'est une matrice triangulaire haute. Si j'ai de taille 125, et bien dans le pire des cas, j'ai plus de 1000 termes de couplage. Donc là, c'est tout simplement pas possible de venir intégrer un problème trop dense sur l'architecture. Et en fait, on peut même dire que la topologie va représenter que 4% du nombre total de coupleurs nécessaires pour venir intégrer ma matrice dans le pire cas. Ce qui veut dire que là, je peux mettre 4% d'une matrice très dense sur ce graphe. Et théoriquement, j'ai 95% des qubits
qui vont être utilisés dans le pire cas comme simple couplage. Donc énorme perte de rentabilité. Et c'est pour ça qu'au début, je disais qu'il faut quand même mettre les qubits d'IBM et là les QF qui sont vraiment très différents parce que sur 5000 qubits, là, je peux peut-être mapper un problème de taille 100. Alors que je peux quand même 5000. Donc au final, je peux peut-être même revenir à la taille de ce que pourrait résoudre la IBM. Si vous avez des questions, vous pouvez j'en suis sûr. Non, vas-y, un grand complet, c'est combien? Je vais voir, il est complet. Ah, si je suis avec 1000, je crois que c'est 30 000. Non, la question sur le 5000. Quel est le plus gros raconté? Quel est le plus gros Hamiltonien complet que je peux poser sur 5000? 5000, si je duplique, ouais, j'ai 7, je crois que... Oui, bah, du coup, moi je suis monté à... Je vais dire bêtise, je vais dire juste à la fin. Je vais dire à la fin. Ça fait quoi? Ça fait par exemple, si jamais je suis de 10, ça c'est de 5 maximum. Là, je fais un degré 5, j'en ai un qui sort dans le couplage, dans mon clone. Donc je refais un degré 4, avec lequel de plus, et je refais un clone. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, de maintenant, si jamais. C'est ça, mais ça, c'est une dimension. Et non, une dimension, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça. C'est un problème de lecteur. Ah oui, par exemple. Mapper une clique, je peux savoir. Mapper une clique, je pense que ça va être facilement, enfin ça va être faisable de trouver. Mais par contre, venir intégrer, donc, bon, parce que mon cubo c'est un problème qui est difficile sur un graphe comme ça, on ne sait pas du coup si c'est difficile en fait. Genre, oui, pas le. Non, ça va être un peu difficile. Mais je sais plus, je crois qu'on va monter à plus de 700. Et je vais pas dire de bêtises, je montre ça. Ok, voilà, donc du coup, partant de là, l'idée c'est qu'est-ce qu'on va venir intégrer sur la machine, quels sont un peu les problèmes utiles, enfin, au moins des problèmes qui pourraient être un bon benchmark pour savoir ce que cette machine en fait dans le ventre. Et en cherchant un peu dans la littérature, etc., on n'a pas trouvé grand-chose, sauf un seul problème, qui est un problème de couplage. Normalement, vous savez à peu près tout ce que c'est un problème de couplage, mais je vais revenir dessus vite fait. Dans le cas général, donc mon problème de couplage ici, ça va être simplement sélectionner un ensemble d'arêtes qui donne forcément un couplage en maximisant le nombre de sommets couverts. Par exemple, ici, je sélectionne mon arête entre 1 et 2. Si je veux un couplage, je n'ai pas vraiment le choix de sélectionner entre 0 et 4, 4 et 3 ou 0 et 3. C'est mon couplage. Donc ça, c'est un problème qui est polynomial. Et en fait, l'algorithme dénonce, du coup, le monsieur là-haut, c'est très rapidement. Et donc, mon sous-problème de couplage, c'est un problème dans le graphe biparti. Pareil, il est forcément polynomial. Et des algorithmes comme celui de Polonais ou de Flow le résolvent très facilement aussi. Et enfin, le problème qu'on a trouvé, qui est le problème du couplage du maximum matching, alors représenté ici. On l'appelait G3 parce qu'il y avait 3 petits sous-graphes denses ici. Et bon, si vous faites par rapport à N, donc chez un, j'ai G3, comme ça. Et en fait, ces sous-graphes denses sont interconnectés par des sous-graphes peu denses. Ici, les sommets A sont tous interconnectés avec des sommets B, etc. C'est comme ça qu'on construit. Et en fait, Ajak et Sasaki, en 88, ont montré que ce problème-là, il y a un cas en fait, très particulier d'un problème de couplage qui est normalement polynomial. Pour un recul simulé, en fait, il va y avoir un nombre exponentiel d'itérations pour obtenir la solution optimale. Alors parfois, ce problème-là, il est polynomial. Même à l'œil, je pense que vous pouvez le trouver assez facilement. Non. Bon, pas de spoiler. Bon, je vous montre rapidement. En fait, c'est simple. Si je sélectionne seulement les arêtes qui ne sont pas dans les sous-graphes denses, je les mets tout à 1, ça ne s'embête pas, et bien ici, je peux faire 4, j'ai 16, j'ai bien un couplage, j'ai maximisé en plus le nombre de sommets couverts, et c'est en fait la solution optimale. C'est très simple en fait. Alors que si je sélectionne une arête dans un des sous-graphes denses, et bien en sélectionnant cette arête ici, je vais isoler ce sommet-là, parce que je ne peux pas sélectionner cette arête-là, sinon je n'ai pas un couplage. Et de l'autre côté,
eh bien, je vais isoler ce sommet-là, parce que je ne peux pas sélectionner cette arête-là, sinon j'ai pas un problème. Je ne me fais pas avoir, je vais quand même sélectionner toutes les autres arêtes dans les graphes de Nance, et en faisant la somme, j'obtiens 15. J'ai bien un couplage, par contre, je n'ai pas la solution optimale. Donc, venir sélectionner une arête dans ce graphe dense implique qu'on va isoler des sommets, et en fait, théoriquement, on va croître, le nombre d'arêtes va croître en O de n plus 1 au cube, alors que le nombre d'arêtes à sélectionner pour avoir la solution optimale croît seulement en O de n carré. Et c'est pour ça un petit peu qu'on a vu que c'était un peu ce qu'on appelle un piège pour le recueil simulé, parce que en fait, il a 4 fois plus de chances de sélectionner une arête dans les sous-graphes denses que dans les sous-graphes denses pour le même nombre de sommets couverts. Du coup, vous voyez que si on va croître la taille de ce problème-là, eh bien, je vais avoir un temps de calcul qui va croître exponentiellement avec mon nombre de sommets, parce que en fait, toutes mes variables utiles ne sont que dans les sous-graphes denses. Et l'idée, partant de ça de ma thèse, c'est de savoir si le recul quantique, donc surtout le cas web, est meilleur que le recul simulé. Alors, du coup, ce problème-là, il s'écrit naturellement en programme linéaire en nombre entier, avec des contraintes, alors que le Hugo n'a pas de contraintes. Donc on a une variable pour chaque arête, on met à 1 si on a un couplage, 0 sinon. Dans ma fonction économique, donc on va maximiser le nombre d'arêtes dans notre couplage, et les contraintes vont être pour chaque sommet doit être couvert pour plus. Ça, c'est des contraintes. Et parmi toutes les arêtes incidentes à sommet, une seule fait partie du couplage, c'est ma contrainte. Donc on va le transformer en Cubo. Donc on va rajouter une pénalité sur la violation des contraintes du couplage. Et en fait, cette technique de pénalité, ça va juste être mettre dans la fonction économique en fait, un facteur ici lambda qui va être très grand afin de pénaliser les solutions qui ne vont pas satisfaire nos contraintes. Et c'est comme ça en fait qu'on commence à construire Cubo. À partir de chaque graphe, en fait, on peut mettre des pénalités pour pouvoir construire le Cubo. Cette contrainte, on l'a mis molle quand même, mais parce qu'on voulait juste voir si le T-Web en fait violait ces contraintes-là. En fait, on aurait pu le mettre en dur et observer les solutions, mais en laissant un petit peu libre, en fait, ça nous permet de savoir si non seulement il arrive à trouver la solution optimale, mais en plus, est-ce que dans toutes les solutions qu'il trouve, elles satisfont les contraintes et donc résout bien notre problème de maximum matching. Ça, c'était un petit peu arbitraire. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez le mettre en dur, mais l'intérêt pendant ma thèse, c'était vraiment de savoir déjà ce que donnait le D-Web. Juste le laisser, lui faire tourner une instance et savoir ce qu'il nous sort. Je pense que tu peux arriver à trouver un lambda parfait, mais un lambda qui permet d'avoir que des solutions qui sont satisfaites si tu as un couplage. Une fois, c'est vraiment fort. C'est mou, mais mou avec un coup fort. C'est ça. Désolé, j'arrive pas à passer. Donc on a notre cubo, les termes diagonaux vont être représentés comme ça, et c'est juste... ah oui, on avait un problème de maximum, donc maximum matching, donc on a juste à inverser pour avoir un problème de minimisation. Juste un signe moins qui a été mis. Et les termes non diagonaux vont juste être 2 lambda, et en faisant ça, tout simplement, en fait, à partir de J1, si donc on les a numérotés, ça se va. On a tous les termes diagonaux qui vont représenter les fois sur nos éléments, et tous les termes non diagonaux vont représenter donc, les fois dans 11 ans. Juste pour rebondir sur le lambda, en fait, tu as mis a priori le lambda très grand, c'est ça? Ou comment... Ouais, on l'a mis suffisamment grand pour qu'on pénalise les mauvaises solutions, mais qu'on les laisse quand même libres.
Effectivement, c'est ce que je veux dire. Plus le lambda est grand, plus ça converge vite vers l'espace de solution faisable. Et moins il est grand, plus tu es en train de la diversification, enfin, une exploration horizontale. Mais vous n'avez pas trouvé un moyen de fixer ce lambda correctement a priori. Il n'y a pas une formule magique que vous avez trouvée quelque part. Alors pendant ma thèse, peut-être qu'on peut le faire, mais nous on l'a fait à tâtons. Et depuis, il n'y a personne qui publie un truc qui dit... non. Déjà, ce problème-là, il est 88, déjà, on l'a trouvé un peu en farfouillant. D'accord, non, mais c'est important de savoir. Mais non, pour l'instant. Okay. Et puis, personne ne nous a dit, bah, c'est dommage, on aurait pu faire ce côté-là aussi. Ouais. Donc, je vous passe le code. Hein. C'est juste créer ce graphe-là. Et en sortie, du coup, on obtient L1. Donc, chaque variable est associée à un poids, représenté ici. Pire, tous les codes qui vont être, au moins les sorties qui sont ici. Alors, je pense qu'on va faire un GitHub. Et si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Ah oui, super. Mais bon, ça c'est très facile à faire. Et là, on va partir plus dans la partie Alors, on part dans notre graphe, notre cubo, et on va venir, pour l'instant, l'intégrer sur le graphe caméra. On va commencer par celui-là. Donc, dans notre code, dommage, on ne voit pas. Donc, N va représenter les GN, donc 1, 2, 3, etc., jusqu'à la taille max pour qu'on puisse venir intégrer sur la matrice. Ici, on va simplement récupérer à partir du petit web la liste des qubits et des arêtes, parce que chaque D-Wave a des qubits un peu morts, ils ne sont pas tous parfaits, donc elle n'est pas complètement connectée. Il n'y a pas exactement ici tous les qubits. Il peut y avoir celui-là qui est mort avec une arête en moins, etc. Donc on récupère la liste, elle est très facilement trouvable sur le livre. Et on va venir utiliser un petit bout de code qui s'appelle Fine Embedding, où en fait, on va lui donner notre matrice. On va récupérer donc la liste des arêtes qui sont associées, et on va lui mettre une seed. Et en faisant ça, en fait, ça va nous donner... je vous montre. Donc ça, c'est dans la doc. Alors, toutes les docs, notre D-Wave est quand même assez fort sur ce truc-là. Il doit y avoir peut-être pas de la bêtise, au moins 1000-2000 pages de doc qui sont blindées. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver un truc et que vous ne savez pas à quoi sert exactement ça, vous pouvez regarder, il y en a plein. Et même d'ailleurs, il y en a trop qui sont noirs dans tout ça. Et bon, ici, tout ce qui nous intéresse, c'est ce petit module-là, donc le Fine Embedding, pour pouvoir venir mettre notre graphe sur le graphe D-Wave et savoir ce qu'on va en sortir. Et ce qu'on en sort, tout simplement, c'est la transformation. Alors, la transformation, donc, ici, c'est un dictionnaire, tout simplement. La variable 0 va être associée au qubit 26, la variable 1 va être associée au qubit 18, etc. Alors, ici, c'était mon cubo, et ici, donc, c'est le nombre de. Enfin, c'est toutes les arêtes qui sont entre 0 et 31. Ici, je me suis limité à 31, comme là, c'est un problème de taille 8, ça ne sert à rien de mettre sur 5600. Je suis limité ça largement. Et par contre, quelque chose d'assez intéressant, c'est que même pour mon petit graphe, donc ici, la taille 8, eh bien, j'ai déjà de la duplication. J'ai déjà le qubit 6, non, pardon, la variable 6 qui est dupliquée sur le qubit 20 et 28, et celle qui est dupliquée sur 21 et 17. Donc, même un problème de taille aussi creux, même il y a que 12 variables, et bien, c'est par isomorphe pour mon graphe caméra. Je suis déjà obligé avec la plus petite des instances. Déjà, vous voyez qu'on va commencer à perdre en qubits, alors que là, c'est taille 8. Bon. Ouais. Fine Embedding, ouais, c'est une heuristique en fait, je vais vous montrer un tout petit peu après. C'est une heuristique où tu vas choisir avec la seed un endroit dans le graphe et il va essayer de chercher un peu en forme de toile d'araignée, un peu la meilleure configuration pour dupliquer le moins possible. C'est un petit peu ça. Et c'est là où ça va être intéressant, je vais vous montrer juste après, c'est que si on change la cible, donc on change l'endroit où est-ce qu'il commence, eh bien on peut avoir le meilleur résultat. C'est le seul endroit où on peut jouer. Sur le Fine Embedding, non, tu peux utiliser. Alors, là.
toujours passer un papier qui dit que c'est fini, que maintenant, on peut trouver le meilleur endémique possible. Sur le graphe Caïman. Ouais, le problème, je me suis rendu compte que c'était fini. Au début, ils ont pas trouvé. Et que les théoriciens, les Allemands, avaient trouvé comment endémiser au mieux et qu'ils ne pouvaient jamais faire mieux. Donc, vu qu'on a pas d'utilisation par rapport, on disait, alors, quelle stratégie avoir sur le temps? Je ne sais pas si. Alors, ça, je sais pas. Mais le bout de code qui est ici, d'ailleurs, on peut le voir, c'est du Python 2.7, donc ils ont déjà mis à jour en 3.0. Et c'est un peu un jeu de code, histoire d'illustrer en fait tout ce qu'il y a derrière. Quoi. Mais c'est tout à fait possible. Par contre, sur le 3.0, j'ai regardé, tu peux toujours mettre la CID et je ne crois pas qu'ils aient changé leur code. Alors peut-être qu'il y a un truc derrière. C'est-à-dire que sinon, on trouve le largo, nous, on peut tout mettre notre Oui, bien sûr. Bah, au début, en fait, au début, pour mon G1, je l'ai fait à la main. Et bon, quand tu commences à monter, du coup, le max, ça va être G4, et tu as 120 variables à dupliquer sur 1000 qubits, bon, à la main. Oui, non, bien sûr. Ça commence à faire un petit peu. Mais oui, bien sûr. On peut tout à fait le faire à la main. Donc voilà, déjà, mon G1 n'est pas isomorphe à mon graphe Chimera. Je suis obligé de dupliquer alors que c'est le plus petit graphe possible. C'est dommage. Voilà. Et du coup, je vous ai représenté ici donc, sur mon petit K4. Donc la variable 0 va correspondre au qubit 26, etc. Et du coup, donc, la 20 et la 28 représentées en rouge ici va être la connexion pour pouvoir connecter la variable. Donc ça va être ma duplication. Donc, 1, 2 et 3 duplications pour mon problème ici à une variable. Voilà, donc 1,5 fois plus de qubits déjà. Duplication de qubits, bah, elle dit voilà, c'est ça, plus de variables dans mon cubo, parce que du coup quand je vais dupliquer, ces variables-là doivent être le plus fort possible pour regarder la cohérence. Il faudra qu'en sortie, quand je vais tomber sur la valeur de mon spin à 20 et à 28, il faudra que ce soit les mêmes. Si ce n'est pas les mêmes, voilà. Donc ça me contraint encore plus mon cubo. Et ben, en fait, j'augmente rapidement l'amplitude de mes coefficients. Donc, le max que je vais pouvoir faire, ça va être G4. Et en fait, G4, c'est 125 variables et je vais utiliser 1000 qubits. Voilà. Je spoil un peu. Donc, ben, je disais pour la CID, et en fait, la CID, on ne voit pas ici, mais si on la change, donc là, j'ai mis un nombre énorme. Pour l'exemple. En fait, changer la CID, donc ça change l'endroit où on va bien intégrer le cubo. Et c'est là où est-ce que c'est intéressant, parce que c'est quand même une question qui reste encore ouverte pour moi. C'est si on change la CID, si on change l'endroit où on vient intégrer dans la puce, eh bien, est-ce qu'on change la qualité de la solution? Parce que le système quantique, le système d'Ewell lui-même n'est pas un système complet quantique. Et on sait qu'à certains endroits, ça a été montré, à certains endroits, ça utilise bien les propriétés quantiques. Et ce n'est pas un ensemble quantique. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un peu mieux que d'autres? Ça, c'est un peu encore une question ouverte. Et je vais m'intéresser. Et surtout, en fait, des fois, on duplique moins. Non, ça duplique pas. C'est bien. Juste une question, du coup, l'architecture après, elle se répète énormément. Elle se répète tout le temps, c'est toujours la même. Donc au final, est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas combien il y en a, mais 6 valeurs de cible à tester? C'est tout? Ou est-ce que ça dépend vraiment, même si ça se répète, ça change quand même la solution? C'est un peu une question, parce que, par exemple, la question qu'on s'est posée à un moment, voilà, c'est par exemple la connexion qui est entre 4 et 12. Bon, elle est représentée ici, mais elle est plus longue, si on prend dans le QPU, elle est plus longue que la connexion entre 0 et 4. Alors, est-ce qu'il y a un peu plus de pertes? Est-ce qu'il y a un peu plus de problèmes dans cette connexion-là plus que dans celle-là? Si oui, ça veut dire qu'il faudrait, par exemple, tout mettre dans un seul sous-graphe dense et pas essayer de dupliquer sur, par exemple, 2 sous-graphes denses. Ça, c'est encore une question. Enfin, en tout cas, c'est une question que je n'ai pas la réponse. C'est encore une question ouverte. Et pareil, si on a les 1000, donc tu as vu tout ça, est-ce que le fait de faire genre presque un clic, juste une tour comme ça, marcherait mieux que si on mettait en plein centre? Ça, c'est cette question. Oui, mais ma question c'était, est-ce que si on commence depuis 0,
et de plus vite, est-ce qu'on obtient la même solution ou pas? En partant avec la cible qui nous fait réaliser. La même transformation. Pour le mapping. Est-ce qu'on obtient la même solution de transformation si on part de 0 ou de 8? Voilà, c'est ça. Normalement, je dirais que en utilisant cet algo à la fin d'un peu. Et c'est bon. Donc on n'a pas d'information sur la qualité des portes. Ou des liens. Ah non, dans la doc, non, il n'y a pas grand-chose. En fait, ils n'ont pas, en fait, parce que maintenant, ils ont écrit un programme qui pose une référence sur chaque valeur, et qui mise 1000 fois, et qui voit la probabilité d'obtenir. Et comme ça, tous les matins, c'est un truc qui est renouvelé tous les matins pour que les on a la probabilité d'erreur associée à chacun du public, le bruit, le bruit. Et même si on veut, nous, pour récupérer ce programme, il a lancé à 14h pour voir si ça marche tous 14h est un peu épuisé par une seule. Donc, globalement, on pourrait faire la même chose. On peut avoir des faux exemples super simples. Et on fait une lecture, et on voit si on fait 5000 fois le résultat, ou 4000 fois le résultat, alors on sait qu'on a 10% de gain. Sur tous les qubits, on a une map, une weak map, en qualité, donc là, on va amender exactement au bon endroit. Ouais, c'est possible. Et ça, devrait le faire. Ouais, c'est possible. Bon, après, ça va bien faire ça sur toutes les machines. Oui, mais on peut pas prendre un truc, on peut pas résultat. C'est très variable. C'est assez variable quand même, un minimum. Alors, là, c'est bon, du coup, la cible. Donc, ouais, et pour répondre à la question, il y a dans le file embedding, il y a énormément d'options. Voilà. C'est tout à fait possible de commencer, par exemple, la variable 0 au qubit 8 et de lancer, etc. Tu peux aussi jouer sur le nombre de chaînes, etc., même s'il est quand même limité. Par exemple, au bout d'un moment, tu seras obligé de dupliquer un certain nombre de fois. Mais tu peux essayer de le limiter, ce taux de duplication-là. Pareil, dans le sens, tu auras un minimum. Si tu ne peux pas carrément faire un triangle, il va te dire désolé, je ne peux pas faire un triangle. Donc tu peux jouer sur tout ça. Mais le plus intéressant, c'est justement, je pense que c'est la cible qui permet de vérifier un peu partout si tu peux bien mapper. Et puis, si tu veux gagner un petit peu de temps, parce que chaque fois que tu fais tourner le D-Web, tu vas utiliser le nombre total de qubits, tu en mappes plusieurs à la fois, au moins une autre statistique. Donc voilà, je vous montre un petit peu donc voilà l'architecture du DW2X. Alors pendant la thèse, on a eu de la chance. On a contacté l'équipe californienne de Daniel Guitard, qui ont un D-Wave. Merci Thierry d'avoir passé gentiment. Et ils nous ont prêté du temps de calcul, tout simplement. Ils étaient intéressés de voir si ce problème-là, qui était quand même assez atypique, donnait des résultats intéressants. Et du coup, ben, voilà l'architecture. Donc comme je disais, voilà, par exemple ceux-là, ils sont morts, donc on ne va pas les utiliser. C'est pas une architecture complète dans le sens de le graphe préliminaire. Donc il a fallu jouer sur ça. Donc ça limite aussi le nombre, la taille du problème à intégrer. Et là, par exemple, donc G1, voilà. Ici je l'ai intégré ici. Donc G1, on avait une variable, on utilisait 16 qubits. Donc pour tous les coefficients non nuls. G2 qui est ici, G3, ici, et G4 en fait. C'est G4 le plus intéressant. Donc 125 variables pour à peu près 551 et 600 coefficients non nuls. Ça, c'était la première expérience qu'on a faite sur le D-Wave. Et du coup, le protocole était assez simple. On va faire tourner 10 000 fois le recueil. On va récupérer les solutions et on va voir ce qu'on obtient, sachant que notre problème est polynomial. On espère quand même qu'il puisse le résoudre. Alors, dans le code, donc, on a notre QO initial, on a notre transformation. On normalise pour venir l'intégrer sur le D-Wave parce que le D-Wave oblige à un range en fait, sur les H et les J. Les H doivent être entre moins 2 et 2 et les J doivent être entre moins 1 et 1. C'est une normalisation. Donc moi avec mes moins 17 et 16, j'ai en fait normalisé comme ça pour venir le mettre, pour venir l'intégrer sur le D-Wave.
Et on a un petit module qui permet de réassocier les variables avec les cubiques. Et donc on construit notre cubo, donc c'est juste un qu'on va venir balancer sur le petit module. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je montre là. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est quand les variables sont dupliquées, ici la valeur max, c'est -1. Il le fait automatiquement, il met toutes les duplications à -1, c'est le plus grand, et tous les autres sont petits. Par contre, ça pose un problème. Enfin, on commence à voir que ça pose un problème, c'est que moi, l'écart que j'ai entre mes -17 et mes 16, si on normalise, si on en strict, 16 et 17, c'est pas très large comme problème. Donc, je me retrouve avec du 1 et du 0,94, et en termes d'amplitude là-dedans, eh bien, j'ai des termes qui peuvent être en 0,000 quelque chose. Alors déjà que j'ai dupliqué tout ça, j'ai une amplitude qui est très faible, parce que je suis limité justement à cette histoire de -1. Et donc, on a remarqué qu'avec le recul simulé, quand on mettait quand on mettait ce cubo là-dessus, le pauvre, il galérait, quoi. Parce que l'amplitude était trop faible, alors que quand je lui mets le cubo de base, il n'y a aucun souci. Donc ça peut être aussi une limitation sur le D-Wave. Et ils ont amélioré apparemment ça, ils sont montés à -4,4 sur l'Advantage, mais bon, ça reste quand même une grosse normalisation. Donc voilà, la matrice. Oh, donc là, je passe vite du coup, parce que Samuel nous a montré. Donc en fait, on se connecte avec le HIP, on met son adresse mail, un password, on remplit toute la fiche, et en fait, on va récupérer. Donc là, c'est les exemples. Si jamais vous n'avez jamais utilisé l'interface, vous pouvez voir, il y a des petits démos, il y a des exemples sympas, c'est quand même bien de prendre en main. Et ce qui est intéressant, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le LIP, là, juste en dessous ici, il y a l'API. Donc c'est la fameuse ligne qui permet de récupérer et de mettre son fichier Python en local, au lieu de passer, par exemple, par le IDE Workspace. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est tous les solvers, toutes les machines qui sont. Alors, au tout début, il y avait celle-là, donc la demi-cube. La première que j'ai présentée, la DW26, elle n'y était pas. Donc ça, c'est tout nouveau. Quand j'ai fini ma thèse et que je suis revenu, ça venait de sortir. Je fais, ah ouais, quand même, ils ont mis à jour. Hein. Donc il y a 2000 qubits, donc voilà. Là-dedans, on a 2041 qubits. Et dans cette petite doc, en fait, il y a toute la liste. Donc la liste des qubits, la liste des couplages, le range, etc. Et toutes les options qu'il y a sur la machine. On a l'Advantage, donc la fameuse Pegasus, avec 5626 qubits, et exactement pareil, toutes les bugs. On a vu l'hybride, donc ça s'appelle évidemment 30 hybride, je passe dessus, et on a la nouvelle qui vient de sortir, l'Advantage 5.1, avec 5619 qubits, qui est basée en Allemagne, donc centre de calcul de Jülich, et on espère avoir accès, mais il faut passer par le Jülich, c'est quand même plus intéressant de s'amuser avec la machine. Et nous, en fait, aujourd'hui, on va regarder les deux ici, donc la demi-Q et l'Advantage. Parce qu'au final, la 5.1, c'est juste la même que la 4.1, sauf qu'il y a un tout petit peu moins de qubits. Donc maintenant qu'on a construit notre cubo, etc., on lui donne en entrée, donc là, comme je dis que c'était en 2.7, on utilise un petit solver qui s'appelle SAPI. Et là, en 3.0, c'est juste mettre D-Wave et le solver derrière, donc c'est exactement la même chose. Là, c'est l'ancien code. Et le token, donc là, voilà. Et le token qui est récupéré, c'est celui-là. Donc chaque fois que vous voulez lancer sur la machine, vous devez utiliser l'URL et le token, et on a droit à 1 minute par et pas beaucoup, même si on utilise quelques microsecondes, bien quand on veut faire par exemple un lissage sur 150 instances, etc., ça va très vite. Donc il va en falloir faire des comptes. Voilà, on appelle le solver, donc ici ça va être le demi-cube, et on peut appeler l'Advantage. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la ligne en dessous. Voilà. C'est la ligne ici des paramètres. Donc dans la doc, donc, chacun des duels a tout ça, plus, ce que je n'ai pas pu mettre sur la diapo, de paramètres en entrée. Vous pouvez vraiment vous amuser à regarder tous ces trucs-là.
Mais bon, il n'y en a que quelques-uns qui sont vraiment intéressants. Donc le nombre de reads, donc le nombre de fois où on va faire appel au solver, enfin appel au web, le nombre de réponses, le temps de recueil, et après vous pouvez jouer avec un petit truc qui s'appelle le spin reversal. En fait, c'est un truc qui a été rajouté il n'y a pas longtemps pour pouvoir améliorer la qualité des solutions. En fait, comme chacun des qubits a un peu des biais, essayer d'inverser le spin des qubits permet d'avantager certains états qui iront plus vite pour trouver la solution optimale. Mais dans la thèse, on a montré que ça ne changeait pas grand-chose, ça a été à quelques pourcents. Voilà. Mais par contre, si vous voulez vraiment vous amuser à tester tout ça, et après, c'est juste du code classique où on récupère en fait l'énergie et on vérifie juste le taux de réussite et la moyenne. Voilà, c'est les paramètres. Donc, comme je disais au début, on fait, là ici on a fait 1000 runs avec un temps de recueil de 20 microsecondes. C'est les paramètres de base. On les laissé tourner. On a regardé sur G1. Alors bon, c'est dommage. Donc là, on a l'énergie qui est normalisée. Donc il va bien de moins 1 à moins 0,75. En sortie, on a le nombre d'occurrences. Donc là, il a trouvé 930 fois le moins 1, etc. Et quand je renormalise, du coup, j'ai bien mon moins 68 et voilà. Si on regarde par rapport aux variables, donc ici le qubit 26 à la variable 0, etc., on obtient ça en easy, ça en QO. Et quand on retranscrit, quand on renormalise, du coup, on obtient bien moins 68, ou il arrive à trouver la solution optimale sur G1, un problème à 8 variables. On vérifie quand même à la main, pas sûr. Hein. Et en fait, quand on sélectionne bien ces 4 variables-là, on a moins 68. Super, donc c'est cool. On regarde sur Advantage. Et là, un truc assez marrant, comme a dit un petit peu Samuel au début, c'est que Advantage a 15 connexions au lieu de 6 entre chacun des qubits. Et bien quand on repasse dans la moulinette avec le fine arithmétique, etc., et bien ici, il ne duplique pas. Et en fait, le fait de ne pas dupliquer, quand on regarde la solution, donc sur les 1000 runs, pardon, il obtient 1000 fois la solution optimale. Du coup, ça pose quand même une première question, c'est est-ce que du coup la duplication, le fait de grossir artificiellement notre problème, au fil c'est complètement définitif, ouais, on va résoudre en fait, ça fait pas même si c'est comme ça. Parce que même si elle tourne 130 fois, là, c'est pas mal, 93%, elle faut 100%. Dommage, juste pour une histoire de duplication. Après, j'ai rien changé, la normalisation c'est la même, etc. Il y avait juste ça. Donc pour l'instant, l'avantage marche mieux. Ça c'est cool. On peut regarder par rapport donc, au solver exact et au. Comment ça s'appelle? D'abord au solver exact, donc c'est juste. Bon, pour G1, il a réussi à le faire quand même, on voit. Il arrive à trouver donc bien moins 68, il liste les solutions, donc c'est bien la solution optimale. Et surtout, le plus intéressant, c'est que l'idée de la thèse, c'était de comparer ces résultats avec le recueil simulé. Quand on ne tient pas compte de la topologie, juste on balance notre QO sur le recueil simulé, 100% de réussite, il obtient bien tout le temps moins 68. C'est pas encore très difficile. Et donc là, voilà, juste pour la petite histoire, sur le recueil simulé, j'ai utilisé celui de D-Mode, donc le truc de D-Web, mais pour être quand même un minimum impartial, je l'ai fait à côté aussi et j'obtiens bien la même solution. Donc on augmente la taille, G2, donc 27 variables pour à peu près 100 qubits, et là, donc, on a multiplié une fois, et là on tombe déjà sur 1000 à 23 fois la solution optimale. Donc déjà on commence sur G2 avec 27 variables à un peu limite. Sur le recueil simulé, pas de problème. Je tiens 100% du temps. C'est pas encore en train de très difficile. La taille, en tout cas, la taille du problème n'est pas assez gros pour que ce soit difficile. Sur G3, donc là, je l'ai quand même mis. Donc 430 qubits pour 64 variables. Et là, c'est fini. On n'obtient plus du tout la solution optimale. Et là, par contre, donc là, on est sur le DW, enfin le DW. Et là, si par exemple on change la cible, en fait, ça va changer
la première valeur, donc la qualité de la meilleure solution obtenue, ça va être un petit peu mieux, mais par contre, ça ne trouvera jamais la solution optimale. Alors, est-ce que là, par contre, c'est le fait que ça suffit tellement qu'il est complètement collé, ça je sais pas. Donc on a au final 6% d'écart entre la solution optimale et la solution de plus bas coût. Pour le recul simulé, pas de problème, toujours 1000 fois. Toujours pas très gros. Et enfin pour G4, donc le plus grand, là, donc avec 1030 qubits pour 125 variables, on n'obtient pas la solution optimale et l'écart forcément entre la solution le plus bas coût trouvé et la solution optimale commence à augmenter. Donc là on est aux alentours de 15%. Donc je ne vous montre pas le recul simulé, en fait je l'ai mis ici, c'est plus simple. Là c'est un recul simulé qu'on a fait à la main, on n'a pas utilisé celui du web, histoire quand même de vérifier. C'est un recul simulé tout à fait standard en fait. Où en fait on va jouer sur n qui va être le nombre d'itérations par palier de température. On le met au même nombre de variables qui est dans le cubo. Donc n ça va très vite, c'est très mauvais, et n carré ça va très lentement, assez énorme. Techniquement on a une plage assez grande pour vérifier s'il y arrive bien. Et en fait, quand on regarde G1, G2, G3, pas de surprise, et G4, il arrive quand même bien. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas encore dans le régime asymptotique d'Ajak et Sasaki, disant que le recul simulé doit avoir un temps exponentiel pour pouvoir résoudre ce problème-là. Alors que le recul quantique, lui, par contre, il est déjà bien en galère, il n'arrive pas à trouver G3. On a donc de meilleurs résultats pour l'instant avec le recul simulé. On n'a fait que 30 cycles, parce qu'apparemment 30, c'est infini pour les informaticiens. Mais bon, sur le web, on en a fait 10 000, quand même, on va remettre ça dans son contexte. Et il y a quelque chose qu'on a quand même mis sous le tapis, qu'il va falloir que je vous montre, c'est que là, les GN, il n'y a pas de duplication. Donc le plus grand qu'il y a, c'est 125. Pour recul simulé, bon voilà, c'est pas très gros. Alors que pour le D-Web, au final, on lui a mis un cubo de taille 1000. C'est quand même pas très gentil. Donc si on compare le recul simulé en utilisant le cubo multiplié sur le recul simulé, et bien là par contre on observe un truc assez intéressant, c'est que pour le chimera, donc pour le demi-cube, les résultats sont à peu près équivalents qu'avec le recul quantique. Et sur le Pegasus, du coup, le recul simulé, on améliore un peu la qualité des solutions. Je rappelle, c'est celui-là. On améliore un peu la qualité des solutions, mais on ne trouve toujours pas la solution. Par contre, juste pour être précis, on retrouve des résultats similaires, mais ton recul simulé sur ton PC bureau, il a tourné pendant combien de temps? G4. Parce qu'un jour, Et quand tu l'as envoyé sur la machine quantique, tu as obtenu la réponse au bout de combien de temps? Donc en fait, c'est quand même... On ne peut pas dire que c'est des résultats identiques, puisque tu as obtenu des valeurs numériques une fois en une journée et une fois en 20 millisecondes. Oui, bien entendu. C'est quand même pas la même chose. C'est ce que je vais dire juste à côté. Non, bien sûr, là je parlais que de la qualité de la solution. Oui, mais la notion de qualité, c'est toujours un ratio entre ce que j'ai trouvé et l'effort en temps de calcul que j'ai fourni. 20 millisecondes pour trouver une solution à 1% de notre solution optimale, c'est mieux qu'une journée pour trouver la solution. Donc c'est quand même pas mal, ce type de résultat en l'occurrence. En sortant, ça c'était les résultats de fin de ma thèse. C'est là où est-ce qu'on s'est à peu près arrêté. Et oui, l'idée c'est que, en fait, même si c'est pas hyper performant pour résoudre, là, pour le coup, c'est un bon accélérateur. Et par contre, à contrario, c'est pas sympa entre guillemets pour le recul simulé parce qu'on l'offusque comme le D-Wave, alors qu'au final, il n'y en a pas besoin. Non, bien sûr. Bien sûr, mais par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure, c'est si tu as un programme qui tourne en 20 millisecondes, tu peux te permettre de le lancer déjà 200 ou 300 fois. Ah oui, bien sûr. Et avec des points de départ barographes différents, des stratégies pour positionner sur les qubits différents, et tu es encore très loin du temps de calcul de la machine en ligne. Ah bah ça serait un petit accélérateur. Oui, bien sûr. Petit, c'est énorme. C'est un industriel, c'est beaucoup plus intéressant pour un industriel que d'industriel les bras. Ouais, c'est ça. Oui, s'il ne cherche pas à avoir la solution optimale. Oui, bien sûr. C'est énorme. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, là, il y a les problèmes liés à la topologie, mais en termes de ratio de qualité de solution dans un temps de calcul extrêmement court, il y a quand même là un avantage significatif. Oui, bien sûr.
Et, Apparemment. c'est quand même mal. Pardon? Il n'est pas très gros le problème. C'est quand même Non, mais soit- bien sûr. On n'est vraiment pas. L'idée, c'est quand même de voir que, ouais, il peut faire mieux en recul quantique. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste pour mettre dans la balance le fait que c'est pas noir ou blanc, en fait, dans l'analyse de la situation. Il y a... Non, dans les deux sens, c'est pas noir ou blanc, quoi. D'un côté, le recul simulé arrive à trouver la solution en 100% du temps parce que c'est un petit problème Bien qui sûr. ne suffit pas. Donc le recul quantique est à la ramasse. D'un autre côté, si on met le même problème, donc entre guillemets, on offusque le problème sur le recul simulé, là on est comparable. Ça peut se voir dans les deux sens. Moi j'ai eu la question de pourquoi on s'embête à offusquer le problème sur le recul simulé alors que l'algorithme de base il arrive à le résoudre. Bien sûr. Bien sûr. Mais après, la question, c'est, là, tu nous as présenté un problème qui n'est pas dans MP. Est-ce qu'on a des conclusions similaires et des problèmes qui sont dans MP? Parce que la remarque bête, c'est de dire que si le problème il est solvable par énumération, ça ne présente pas vraiment un intérêt de le lancer sur la machine. C'est-à-dire qu'il faut trouver un problème qui n'est pas solvable par énumération. Parce que là, du coup, ça change tout. En fait, dans l'analyse du problème. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, vous avez fait d'autres essais sur des problèmes qui sont dans MP ou... C'est 15% de déviation quand même. Le graphe sur le. Soit tu veux, c'est à 15%. soit tu veux une Si solution. tu peux le lancer 1000 fois, c'est de 20 millisecondes en repartant de 20 points différents. Voilà, c'est un peu ce qui s'était passé. Soit on veut la solution optimale et du coup c'est pas possible, soit on veut une solution qui se rapproche de l'optimum et du coup là c'est beaucoup plus rapide qu'avec le deep web. D'accord, là on est d'accord, mais ça dépend des cas pratiques. En fait. Non, ça va pas toujours. Ça, c'était aussi une partie de Il y a des grosses variabilités par rapport à un site comme ça. Si tu relances avec des sites différents, à partant de points différents du graphe, tu obtiens toujours 15%. Alors pour G4, 15% ou 14%. par exemple pour les tout petits, pour G1 et tout, qui change quand même pas mal l'endroit sur la puce, ça varie presque pas. Là par contre pour G4 ça va pas. Et tu ne peux pas reprendre la solution que tu as obtenue sur un run, la réinjecter comme point de départ du deuxième run, ça tu ne peux pas techniquement le faire. Il n'y a pas moyen de le faire. À la main peut-être. Et voir combien de temps? Ouais, je pense que ça va être possible. Bon, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, enfin, nous, au niveau industriel, on a des clients où ils préfèrent l'équipe ou la solution très très mauvaise, mais ils sont instantanés. Derrière, ouais, bien sûr. Bon, après, s'ils font à la main, ça dépend un peu. Ça va vite, ouais. En fait, après, on a discuté 5 ou 15% parfois. Donc, c'est vraiment pas l'objectif. Mais d'avoir une milliseconde. Parce que souvent, c'est vrai que souvent on le recalcule dans la journée, la solution, parce qu'elle a évolué, des commandes clients sont arrivées, dont la solution est obsolète, il faut juste la mettre à jour le plus vite possible, parce que c'est l'opératrice qui clique sur la touche OK ou quelque chose comme ça qui est automatique. Donc, il faut instantané. Voilà. On a ça sur les réacteurs nucléaires où ils veulent avoir une solution instantanée, et après ils douillent à la main, et ils la veulent en. Et là, c'est un vrai sens. Là, c'est un vrai sens, du coup. D'ailleurs, l'utilise, c'est de la programmation, enfin, l'outil maintenant, c'est de la programmation par contrainte sans fonction d'outil, justement parce qu'ils veulent juste instantanément une solution et après, l'objectif, ils le gèrent. Ouais, ils arrivent à le gérer en interne. D'accord. Non, mais je parle de Le 15% classique et ça attaque à 15%. Ouais, On va vraiment des temps. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a certains papiers qu'on lit qui nous racontent que D-Wave c'est génial, ça fait tout. ça, compris, je sais pas si vous êtes allé juste sur Wikipédia. Là. compris Et puis il y en a d'autres qui disent ça marche pas, mais en fait, je viens de comprendre que c'est beaucoup plus subtil que ça. Là. Ça dépend du contexte et l'accélération, elle est fulgurante. Il y a encore un peu de subtilité. Okay. Mais ouais, c'est exactement ça. En fait, ça dépend de intéressant. beaucoup de choses. Très intéressant. Bon, du coup, je vais quand même finir un petit peu sur ça. Quand on regarde donc, les solutions de plus bas que trouvées, donc pour G3 et G4, donc voilà, c'est celle-là, et on n'obtient pas de couplage. On ne répond pas à notre problème. Donc ça dépend du coup de aussi l'industriel, s'il accepte que du coup, il ne répond pas à leur problème. Parce que là, pour le coup, j'ai peut-être une solution rapidement, mais par contre, je ne réponds pas à mon problème.
Pas un couplage. C'est quand même rapide. Mais c'est rapide. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est voilà, comme tu veux. Non, une mauvaise solution. Ah, du coup. Voilà, comme les BCC, voilà. Donc ça, c'était j'ai présenté les 85%, c'était pour les 1000 qubits. Et par exemple, quand j'ai voulu sur les 2000 qubits, donc quand même le nombre de qubits, et ben, je faisais pas mieux, je faisais aussi G4. Je n'arrivais pas à monter à G5. Alors j'avais doublé le nombre de qubits. C'est un peu, ça c'est dommage. Et je vais vous montrer après pourquoi. Voilà. Sur Advantage, donc là maintenant, les résultats sur 5608. Donc on est monté jusqu'à G7. Donc G7 c'était 512 variables. Voilà. Pour 512 variables, j'utilise 4186 bits au total dans ma machine, sur les 5. Je ne peux pas faire mieux. Tu peux rappeler exactement, parce que tu as dit au début que vous aviez des contraintes molles avec les pénalités. Vous n'avez pas voulu monter les pénalités, mais en même temps, tu arrives à des solutions qui ne sont pas des solutions. Ouais, en fait c'était. Tu n'as pas tenté de monter les pénalités pour voir. Non, parce qu'on voulait vraiment laisser le Tigre libre pour voir déjà s'il arrivait à nous sortir quelque chose. En fait, on voulait vraiment voir juste voir ce qu'il donnait. Quoi. On aurait pu le faire, mais c'était pas l'idée de base qu'on avait eue. Mais on peut le faire, bien sûr. Mais il va nous donner, à mon avis, une solution qui est valable. Mais par contre, il n'aura jamais la solution finale. En tout cas pour G4. Ça, par contre. Donc ouais, on peut essayer de contraindre vraiment pour qu'il obtienne un couplage en sortie. Mais c'était pas du tout la thèse. Et en fait, c'est pas vraiment. Ouais, je n'ai pas mis ici le tableau, mais si je continue jusqu'à G7 avec du coup, sans duplication, il obtient encore la solution optimale. Par contre, il commence à galérer. Là, il commence à avoir des écarts assez importants, mais il arrive à trouver la solution optimale. Et du coup, donc, pour G1, il arrive à trouver la solution optimale tout le temps, 1000%. On tombe à 80% sur G2, et après G3, G4, etc. Il n'arrive pas à trouver la solution optimale. Et en fait, là, c'est une question qu'on se pose, c'est qu'on a quand même 15 connexions alors qu'on en avait 6, et on ne fait pas mieux que l'ancienne génération. Et ça, c'est bizarre. Enfin, ça pose une vraie question parce qu'ils ont quand même amélioré des choses. On ne comprend pas pourquoi on est au même taux d'écart sur G3 G4 et ça continue à augmenter alors qu'on a fait absolument plus de connexions. Donc la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de post-processing pour avoir au moins un couplage? Et si oui, il va falloir quand même qu'il soit rapide pour garder justement l'avantage d'avoir des solutions rapidement. Et la deuxième question, c'est surtout celle-là qu'on va regarder, c'est en fait, il faudrait quand même améliorer la vitesse sur l'avantage. C'est pas possible d'avoir une machine qui est normalement bien plus performante que l'ancienne génération et pas faire mieux. Il y a forcément un loup quelque part. Parce qu'elle est bien plus performante. Par exemple, les machines IBM, elles sont toujours plus grandes, mais plus contenues. C'est-à-dire qu'en fait, le taux d'erreur, il augmente de génération en génération. Ah, parce qu'il faut évidemment dire j'ai 50 qubits, j'ai 100 qubits, 10 fois plus dégueulasse que les 10 fois plus dégueulasse que la machine 27, 10 fois plus dégueulasse que la machine 27. Non, en fait, c'est meilleur, mais il y a une subtilité qu'il fallait trouver. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer un truc aussi assez marrant. C'est que donc, sur les 10 000 runs, donc, si je trace le coût obtenu pour G1 avec le nombre de fois qu'il a trouvé la solution finale, donc là c'était 930, il y a ces pics-là qui apparaissent, et quand on les décompose, en fait, ces pics, eh bien, on a toutes les solutions ici en vert qui sont des couplages, et toutes les solutions ici en vert, il y a en rouge, pardon, il y a des mauvaises duplications. Et en sortie, en fait, là, en sortie, si on regarde donc la valeur des qubits, enfin la valeur et chacune des variables, pour la variable 6 qui a été dupliquée de 4 fois, en fait on a 0, 0, 0, 1, 0, 0. C'est-à-dire qu'il duplique des fois il duplique mal, il n'arrive pas à garder la duplication assez bien pour pouvoir en sortir dire que la variable 6 est bien, elle est à 0. Ça aussi, pour régler ce problème-là directement, même si ici on obtient bien un couplage. C'est lui qui est dans la liste, c'est pas grave, il est pas dans la liste. Non. C'est lui qui le gère. Ouais, c'est lui qui le gère. Il n'arrive pas à gérer ce système de pénalité. Alors que j'ai juste utilisé 10 modes pour on en aurait fait un projet de
Oui, on aurait pu, oui, bien sûr. Mais non, j'ai juste utilisé leur module permettant de switcher entre variables et j'ai rien fait d'autre. C'est pour ça que je disais que le code, en fait, je ne vais pas vous faire connaître ça parce qu'en fait, c'est 3 lignes qui sont très très simples. Mais par contre, derrière, il faut quand même regarder que du coup, là, il y a aussi des mauvaises duplications. Donc, il faut mettre un petit post processing. Donc, nous, on a choisi le mode majoritaire. En gros, si on a 4 variables à 0 et 2 à 1, eh bien, on choisit la valeur 0 en sortie, tout simplement. Et comme ça, en fait, on a que des couplages, on n'a plus de mauvaises duplications. Ça aussi, derrière, quand on sort un résultat, il faut bien regarder que la duplication a bien été faite. Pour toutes les solutions. Donc voilà, je montrais sur G4 ici, du coup, donc toutes les mauvaises duplications, et toutes les fois, donc ça c'est la pire solution qu'il a trouvée, et toutes les fois où il a trouvé 2 arêtes assis dans la même solution. C'est quand même dommage, alors que, je montre encore une fois, la solution finale c'est ça, quoi. Voilà. Et c'est pas très gros. Ça ne va rien. Donc ça, c'est tous les histogrammes qu'on a sortis, et tout ce qui est en noir ici, qui sort un petit peu des... je sais pas une gaussienne, mais qui fait un truc, c'est que du... Enfin, c'est pas du bruit, mais c'est des mauvaises duplications. Et quand on applique le vote majoritaire, pardon, si on a toutes les solutions valides, mais on n'obtient quand même pas la solution optimale, parce qu'on aurait pu se dire, peut-être que celle qui était juste avec une mauvaise duplication, en fait, en changeant 0 en 1, on obtiendrait la solution optimale. Alors, disons. Ah, pardon. Donc ça, c'est G1, G2, G3, tout ça. Il y a le tableau ici. Et tous les résultats, du coup, c'est sur la thèse, si jamais ça vous intéresse. Voilà, et c'est là où est-ce que j'ai commencé à répondre à la question. Et c'est là la petite subtilité que nous, on n'avait pas vue pendant la thèse, que les Allemands, justement, de Zurich, nous ont un petit peu montré. C'est, en fait, le théorème à dialectique, je rappelle quand même, il faut que l'évolution soit suffisamment lente pour rester dans l'état de configuration minimale. Et de base, dans les paramètres de Dewey, il n'est pas la base. Mais le range qu'on a, c'est de 0,5 à 2 millimètres. Du coup, on va augmenter le temps pour voir ce qui se passe. Alors d'abord sur 2000 vues, quelque chose d'intéressant, on ne peut pas monter comme ça indéfiniment le temps jusqu'à 2000. En fait, le QPU a une sorte de borne dernière parce que le nombre de reads, c'est pour ça que je disais 5000, c'est énorme, le nombre de reads fois le nombre fois le temps d'analyse, il est borné ce truc-là. Tu ne pourras pas mettre 1000, tu seras obligé de descendre à 500 runs, enfin à 500 nombre de reads pour pouvoir monter jusqu'à 2000. Quoi. Et ça, en fait, je ne l'avais pas fait, moi je t'ai monté jusqu'à 1000 parce que je ne pouvais pas aller plus loin, ils me disaient out of range en fait. Je ne connais pas. Et les Allemands, en fait, m'ont dit, mais non, tu n'as qu'à couper en deux, tu fais 2 fois 500 quoi, pour faire les 1000. Ah, pas mal. Et du coup, quand on regarde les résultats sur G3, G4, donc j'ai monté 20, 100 000, 2000, etc., on améliore un peu la qualité de la solution. Alors, on passe de 5000 sur G4, c'est intéressant, 5029 à 5277, et c'est pas ouf. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. Alors que par contre, donc ça c'est vraiment les résultats bruts là, c'est sorti il n'y a même pas quelques semaines. Sur Advantage, ici, quand on augmente le temps, et bien sur G3, on obtient la solution optimale. Bon. Donc voilà. Donc oui, elle est plus performante. Et pour couper en deux, ouais, d'accord. Ouais, donc du coup, Advantage est plus performant si on a un peu cette idée-là, parce que du coup, le DVQ, lui, par contre, il est encore dans les choux. Mais bon, malgré tout, après, on commence à avoir des écarts qui commencent à être importants, mais on fait toujours mieux que le DVQ. Et ça, par exemple, dans la doc de D-Web, alors qu'il y a une page, c'était pas marqué. Il fallait le trouver, quoi. Ou alors c'était marqué quelque part en tout petit. Ouais, c'est 1990. C'était analysé quelque part. Quoi. Voilà, donc les résultats qui sont un petit peu. C'est la base de la théorie. La théorie dit plus on laisse le temps, plus il ira loin. Oui, bah oui. Mais comme de base, il met 20 microsecondes, on dit que je joue juste sur le nombre de fois où on revient. J'ai pas pensé à ça, quoi. Donc voilà, les résultats un peu officieux, donc je vous montre là.
c'est que bah, du coup, pour G4, on tombe à entre 10 et 12% par rapport à la solution optimale, ce qui est quand même pour le coup pas trop mal. Et G7, on est quand même à 21 sur les 39 ou les 38 que j'avais montré tout à l'heure. C'est ce qui est quand même. Ils sont toujours pas Forcément, je comprends. pas forcément des solutions. Ah, donc la solution la plus bas trouvée, chaque fois c'est un couplage. Enfin non, non je dis des petites, non, pas forcément. Sur G3 oui, parce que du coup c'est la solution optimale forcément. Alors sur G4, je crois que j'ai regardé, donc c'est un couplage, et pas sur G5. Et comme c'est tout frais, j'ai pas encore tout dépouillé derrière. Quoi. Et ça, tu échapperas pas. Là, je peux pas avoir des solutions inférieures à la solution finale en réalité. Non, parce que du coup, tu pénalises, comme on a pénalisé de cette façon-là, tu pourras pas avoir plus mal. La solution optimale, ce sera forcément la somme totale de tous les arrêts dans les sous-graphes denses. Tu pourras pas avoir mieux. Quoi. Si tu prenais que des arrêts dans les sous-graphes denses, tu aurais un nombre, d'ailleurs, tu aurais un nombre positif. Et si tu prenais juste une ou deux arêtes, tu aurais un couplage peut-être, mais tu n'aurais pas la solution optimale. Tu ne pourras pas descendre en dessous. Non, c'était fait exprès. Donc, pour conclure, en fait, cette idée de maximum matching, c'était un peu une histoire de benchmark, parce que c'est un problème polynomial, et pour l'instant, les seuls polynomiaux qui ont été faits sur les D-Wave, c'était juste un graphe isomorphe à la topologie, qui montre que ça marche. Voilà. C'était pas trop intéressant. Et ce qu'on peut quand même dire, c'est que, en tenant compte de la topologie, on ne fait pas mieux, pour l'instant en tout cas, je ne vais pas monter jusqu'à G5, G6 et G7 sur OpenCV, mais on ne fait pas mieux que D-Wave. Dès qu'on tient compte de la topologie, en fait, on explose le problème et du coup, les deux sont équivalents. Alors que pourtant, pour le recueil ciblé, même jusqu'à G7, on n'est pas encore dans un régime où il faudra un temps exponentiel pour pouvoir le résoudre. Donc, au lieu de monter un peu en nombre de qubits, parce que je crois la prochaine roadmap, c'est 7000 qubits, ça va être de monter plus les connexions pour pouvoir un peu arrêter. Au moins dupliquer moins ce problème-là et arrêter d'avoir des problèmes de mauvaise duplication et le fait d'offusquer cette énorme matrice. Voilà, on arrive à s'attaquer quand même à un problème de taille 100 avec une ligne, voire 2000 qubits, ce qui n'est pas trop mal. Et voilà, je crois que Merci. C'est similaire des web et simultanées, il ne peut pas les découper. non, je me dis ça.